Bonjour et bienvenue sur AgriWeb TV. Pourquoi et comment améliorer l'autonomie protéique des élevages? C'est le thème retenu pour ce premier débat organisé dans le cadre du Salon de l'agriculture de la Foire de Bordeaux. Comme vous le savez, le sujet est sensible et motive un plan protéines gouvernemental qui est également décliné régionalement. Il court jusqu'en 2020, en tout cas dans un premier temps. La forte dépendance aux protéines végétales importées en constitue le point de départ. Si j'en crois les chiffres, je parle sous votre contrôle, messieurs, l'autosuffisance française en la matière ne serait que de l'ordre que de 60%, voire peut-être un peu plus, quant à l'autosuffisance européenne bien inférieure. Mais derrière ce constat de dépendance, le dossier protéines recèle d'autres enjeux qu'économiques et rejoint des préoccupations sociétales en termes de sécurité de qualité alimentaire, de diminution des gaz à effet de serre, de diminution de l'utilisation des produits sanitaires, de phytosanitaires, d'amélioration de la fertilité des sols et de la biodiversité. Comment ce plan se traduit-il ou va-t-il se traduire sur le terrain? Quels en sont les atouts, mais aussi les freins? C'est ce que nous allons voir avec nos deux invités. D'une part, Arnaud Rousseau. Bonjour. Président de la Fédération des oléoprotéagineux, qui est aussi le président du groupe coopératif Avril, qui, pour le situer ici, si besoin en était, est le détenteur des marques Le Sieur et Puget pour les plus connus. Et d'autre part, Guy Estrade, agriculteur dans les Pyrénées-Atlantiques. Bonjour. Donc pour commencer, je vais poser à chacun la même question. En quoi l'amélioration de l'autonomie protéique des élevages est-elle devenue stratégique? Alors, je vais demander à M. Rousseau de répondre avec son regard de filière, et puis à M. Estrade avec son regard un peu plus de cours de ferme. Alors, qui veut commencer? Qui veut répondre en premier? Alors, on va commencer par la filière. Bien, bonjour à tous. Merci d'abord de vous pencher sur ce sujet. Pour ne pas être trop long, évidemment, c'est un sujet stratégique. Alors, ce n'est pas un sujet stratégique que pour l'autonomie des élevages. Peut-être un tout petit peu de sémantique avant de commencer. L'ambition de ce plan protéines, ce n'est pas l'autonomie, c'est la moindre dépendance. C'est-à-dire que, vous l'avez dit, la France et l'Europe sont dépendantes des importations, notamment venant du continent américain. Et l'objectif qu'on porte à travers ce plan, c'est de réduire la dépendance d'une dizaine de pourcents dans les 5 prochaines années, ce qui est un objectif déjà ambitieux. Donc il faut que tout le monde soit conscient que l'objectif, c'est clairement d'améliorer notre dépendance, mais ça n'est pas de devenir autonome, on continuera à importer de la protéine. Ça, c'est le premier point. Ensuite, pourquoi c'est stratégique? Parce que, historiquement, l'Europe a abandonné cette production au continent américain. Accord du GATT, 1964. Accord du GATT, Blair House, enfin tout ça rappelle des souvenirs à ceux qui suivent les accords internationaux depuis de nombreuses années. Et donc, l'ambition qu'a portée le président de la République et qu'évidemment on partage, c'est de réaffirmer en Europe une volonté d'être souverain dans un certain nombre de productions, dont la production de protéines, qui est nécessaire, je le rappelle, à l'alimentation, que ce soit à destination de l'alimentation humaine ou de l'alimentation des élevages. Et donc c'est un vrai challenge que de produire. Et finalement, ce qu'a décidé le président de la République, c'est une forme de remise en cause. Il l'a fait dans le cadre des élections européennes pour bien montrer quel était le cap. Et maintenant, nous, on doit être capable de se challenger pour voir comment on répond à cette problématique. Merci, on verra le comment après. Guy Estrade, vous, comment on voit ça depuis la cour de ferme des Pyrénées-Atlantiques? Alors, depuis la cour de ferme des Pyrénées-Atlantiques, mais plus largement peut-être sur la ferme Nouvelle-Aquitaine, ce qu'il faut bien entendre, c'est que la Nouvelle-Aquitaine est l'un des principaux producteurs sous signe officiel de qualité dans toutes les filières animales. Une exploitation sur deux est aujourd'hui avec une production engagée en signe officiel de qualité en Nouvelle-Aquitaine. On reste autour des signes officiels de qualité. C'est également la garantie de la transmission, de la succession, parce que c'est la garantie de la valeur ajoutée et du revenu agricole. Or, cette garantie passe également par des engagements forts et des garanties que peut apporter le producteur au consommateur ou en tout cas à la filière. Et à cet endroit-là, l'indépendance protéique ou une meilleure traçabilité de la provenance protéique passe par un plan filière dans lequel l'exploitant de la Nouvelle-Aquitaine sera personnellement engagé et pourra être contributeur, au moins pour la fourniture partielle ou totale de la protéine sur ces signes officiels de qualité. Ça, c'était le point que je voulais mettre en avant. Le deuxième point, c'est que derrière le plan protéique, il y a également nécessité de prise en compte d'un changement climatique. Et à l'endroit où se situe la Nouvelle-Aquitaine, on est sûrement l'une des premières barrières de ce changement climatique. Et cette évolution du changement climatique, c'est 1,5 degré sur les 30 dernières années,
et ce sera plus 1,5 degré dans les 10 ans à venir. Donc, nécessité d'avoir une approche où on adapte également nos schémas d'exploitation à cette nouvelle climatologie. Alors en suivant un petit peu votre raisonnement et ce fameux 1,5 degré de plus dans les 30 années à venir, alors dans les 10 ans à venir, alors à quoi ressemblera la Sol Aquitaine, dans la Nouvelle-Aquitaine, dans les 10 ans à venir? Non, ça veut dire que si on n'est pas capable d'avoir une réelle autonomie et une structuration de nos exploitations autour de l'autonomie de production, on sera dépendant sur nos signes officiels de qualité en fonction des évolutions du climat ou justement de ces changements climatiques. On sera dépendant d'éléments que l'on ne maîtrise pas. Et c'est à cet endroit-là que l'on doit avoir un plan filière qui se doit être avant tout une assurance et pour le consommateur, mais également pour le producteur. Alors, il faudrait peut-être qu'on s'entende sur le terme autonomie, puisque M. Rousseau fixe l'autonomie, enfin, ne parle pas d'autonomie, lui, il parle de progression de la production de 10%. Pour vous, autonomie, ça va jusqu'à combien? Non, mais l'autonomie, de toute façon, à partir du moment où vous n'avez pas aujourd'hui de maîtrise suffisante, vous êtes automatiquement lié au marché. L'autonomie ne veut pas dire une autonomie à 100%. Ça veut dire qu'il y a un plan derrière qui permet au producteur, en fonction de son exploitation, d'aller sur plus, voire toute l'autonomie sur la partie de production végétale protéique. Alors justement, ce plan, il a été mis sur les rails en 2014, coïncidé avec la mise en place de la nouvelle PAC. On en parle encore aujourd'hui. Donc, qu'a-t-on fait depuis 2014? Où en est-on aujourd'hui? Comment ce plan se met-il en œuvre? Ou comment va-t-il se mettre en œuvre sur le terrain et à l'échelle de la filière? Alors d'abord, si on parle de plan protéines, pour ceux qui sont un peu plus âgés que moi, on en parle déjà depuis la fin des années 70 et l'embargo américain. Donc ce n'est pas un sujet qui est tout à fait nouveau. Mais pour répondre précisément à votre question, depuis 2014, en fait, on a décrété qu'une partie de l'enveloppe de la PAC du premier pilier serait consacrée à un plan protéines. On a dit 2% de l'enveloppe, ça fait environ 150 millions sur le budget français. Mais avant de rentrer dans les chiffres, si vous permettez, je vais revenir. Parce qu'il n'y a pas d'antinomie entre l'idée de dire qu'on veut être moins dépendant en Europe et l'idée qu'à l'échelle de l'exploitation, on puisse avoir une vraie stratégie d'autonomie. Ça dépend exactement à quel niveau on se place. Mais puisque vous m'avez demandé de me placer au niveau macroéconomique, je pense que ce qui est important, c'est de regarder ce que sont les grands ensembles. Et c'est pour ça que je remettais ça dans un enjeu de souveraineté. Parce que derrière, si on veut réussir ce challenge, et c'est-à-dire à la fois répondre à l'attente sociétale, mais garantir au producteur qui va prendre des risques, qu'il aura un vrai retour de valeur, il nous faut une ambition qui soit partagée. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit conscient qu'on continuera à apporter un certain nombre de produits, comme c'est le cas aujourd'hui, et que sur certaines filières, parce qu'on aura des signes de qualité, parce qu'on sera en AOP, en IGP et que sais-je, là, ponctuellement, on pourra créer de la valeur qui permettra de répondre à la fois aux besoins du producteur d'un retour de valeur parce qu'il y a probablement un investissement supplémentaire et à la demande sociétale qui consiste à dire je veux plus de traçabilité, plus de proximité. Voilà. Donc l'un n'est certainement pas antinomique de l'autre. En tous les cas, on a besoin d'être très au clair. Ça peut être à la carte, ça peut aller jusqu'à 100%, autonomie totale sur certaines exploitations, Bien en sûr. fonction de ces marchés et en fonction des signes de qualité. Je dirais, il y a l'exploitation, mais il y a la filière. Sur une exploitation, vous pouvez avoir plusieurs productions. Et l'enjeu, c'est d'avoir le maximum de garantie sur la filière concernée. Ça ne veut pas dire une autonomie à 100% sur l'exploitation. Absolument. Alors, si on parle de la filière, parce que c'est probablement ça l'enjeu, il faut qu'on soit conscient que le facteur qui va driver, comme on dit en économie, c'est la question, évidemment, de l'équilibre économique. C'est-à-dire qu'on entend l'attente sociétale d'une alimentation plus tracée, avec une plus grande proximité, avec une valeur ajoutée environnementale plus élevée. Bon. Tout ça, c'est clair. Mais ça doit correspondre aussi à un cahier des charges qui permet de rémunérer le producteur. Parce que sinon, on va se retrouver comme avec la discussion qu'on a eue sur les états généraux de l'alimentation, c'est-à-dire une forme de squeeze, où d'un côté, on veut quelque chose de plus qualitatif, de ce qu'on a appelé la montée en gamme, et de l'autre, l'incapacité à la financer. Et si on joue ça, alors à nouveau, on aura échoué dans la capacité à pouvoir relever la challenge de la production des protéines en Europe. Et du coup, et ça revient à la question que vous me posiez, on aura une ambition, somme toute, assez modeste. On peut considérer que ce qui a été mis en 2014 en place pour un plan protéines n'a pas atteint les objectifs. Elle n'a pas permis la production supplémentaire de protéines. Elle n'a pas permis finalement de mettre en place des filières tracées.
Peut-être quelques exemples ont pu être mis en place de ci, de là. Il y en a notamment un qui concerne quand même... alors, l'usine est en Occitanie, mais enfin, ça concerne le bassin de production de la Nouvelle-Aquitaine. Mais c'est trop peu d'exemples. L'ambition aujourd'hui, c'est de dire finalement, ayons une ambition européenne. Une ambition française ne suffit pas. On est sur un marché, et vous le savez ici, la place de l'Espagne, quand vous êtes plus au nord, le Benelux, enfin voilà. Donc on est sur une problématique européenne. Et notre concurrent principal sur ce marché, c'est le continent américain. Encore une fois, États-Unis, Brésil, Argentine. Est-on capable d'affirmer une volonté en Europe de répondre à nos attentes de consommateurs, qu'ils soient allemands, danois, espagnols, français? Voilà. Est-ce que ça, on a envie de faire? Ensuite, quels objectifs on se fixe en termes d'ambition politique? Parce que ça veut dire que ce n'est pas simplement la France qui décrète qu'elle a besoin de trouver des partenaires dans le contexte européen du moment. Ça veut dire qu'il faut partager la ligne politique. Ensuite, il faut qu'on soit d'accord sur les moyens qu'on met en place. Moyens législatifs, parce qu'il faudra bien un cadre pour faire évoluer ce plan protéines. Je dirais moyens réglementaires, parce qu'on sait qu'on continuera à être soumis à des accords commerciaux et que même la meilleure volonté politique du monde peut être battue en brèche par l'importation de protéines qui viendraient d'ailleurs, conférer les discussions sur le Mercosur actuellement. Et puis le dernier sujet, c'est quels sont les moyens mis sur la table? J'allais y arriver. Mais auparavant, je voudrais revenir un petit peu. On était sur un plan 2014-2020. On est en 2019, donc la veille de 2020, et vous me dites, finalement, il n'y a pas grand-chose qui a été mis en place. Donc est-ce qu'on en reparle maintenant parce qu'une nouvelle PAC arrive à l'horizon et que de nouvelles discussions vont s'entamer ou sont déjà entamées avec des objectifs élevés, ou bien est-ce qu'il y a une réelle volonté maintenant d'y aller quand même beaucoup plus franchement qu'on y est allé jusqu'à présent? Bon, concernant ce projet et ce plan, il faut qu'on se dise aussi que l'agriculture a besoin d'être aujourd'hui assurée, plus que rassurée, assurée des orientations qu'elle prend. Et ce que l'on a vu sur les derniers projets des politiques publiques a été plus ce qu'on pourrait appeler du saupoudrage qu'un réel projet visant à apporter une réponse en termes de changement, en termes de nouvelles approches du rôle de l'exploitant et de l'agriculteur. On n'installera pas, si on n'est pas sur derrière un projet garantissant de la valeur ajoutée et de la pérennité. Et donc ce que l'on attend aujourd'hui, ce que l'on attend et ce que l'on propose, c'est que l'on construise un vrai plan qui soit un plan durable et un plan que l'on puisse projeter où chacun trouve une réponse à son projet. Et trouver une réponse à son projet, c'est trouver derrière l'assurance que ce projet va s'inscrire dans le temps. C'est ça ce que l'on a besoin aujourd'hui. Donc c'est un plan qui appelle quand même à une petite révolution dans les esprits et puis qui suppose, je suppose, des investissements, des révisions de cahiers des charges, Alors, moi d'abord, je partage complètement l'analyse qui vient d'être faite. C'était du saupoudrage. Que ce soit d'ailleurs dans l'herbe, parce que c'est aussi l'herbe, c'est aussi un fournisseur de protéines de premier plan. Mais ce qui avait été fait sur les légumineuses, évidemment, n'a pas atteint ses objectifs. Quant au soutien à la protéine végétale, recouplée, je crois que l'aide à la production de soja cette année doit être de l'ordre de 32 € de l'hectare. Chacun comprend bien que ce n'est pas avec ce genre de montant qu'on peut porter une ambition. Donc en fait, on était plutôt dans un outil qui était un outil de redistribution, on va appeler ça courtoisement comme ça. Et donc je partage votre idée qu'il faut une vraie révolution des mentalités. Révolution des mentalités, je l'ai dit, à l'échelle européenne, à l'échelle politique française, parce que justement, il faut arrêter d'être dans l'utilisation d'outils à des fins de négociation politique. Mais je le dis aussi parce qu'il y a une forme de responsabilité dans le monde agricole aussi à ce que nous-mêmes fassions notre propre révolution copernicienne. Et je voudrais prendre un exemple pour être assez concret. La question, c'est est-ce qu'on accepte, je vais prendre le volet de la PAC, il n'y a pas que la PAC, mais je vais prendre celui-là parce que je pense que les agriculteurs et les gens qui ont suivi un peu les affaires de la PAC peuvent facilement le comprendre. L'idée, c'est qu'on a besoin de lier l'acte de production à la filière et à l'acte de vente. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'être en flux poussé en disant je produis, je mets sur le marché, puis on verra bien ce qui se passe. Il faut voir quelles sont les attentes des consommateurs, qu'est-ce que peut payer le marché, comment on le met en place et comment on met la filière. Et donc moi, je suggérerais, mais on est à la phase de proposition, donc voilà, je suggérerais que derrière le recouplage, qui est l'outil utilisé actuellement,
on y mette à minima une vision de contractualisation ou de marché. C'est-à-dire qu'on ne peut plus simplement dire je produis et puis après, voilà. On a besoin de se dire c'est quoi les axes. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est que moi, je le redis, il faut faire des vrais choix politiques. Quitte à ce qu'ils soient discutés et challengés, mais il faut arrêter de saupoudrer. Il vaut mieux concentrer les quelques moyens dont on a encore la possibilité qu'on peut obtenir à des fins de levier, plutôt que de dire on en met un peu à tout le monde et puis voilà, on guérit les écrouelles, mais on ne sera pas efficace. Ouais, j'allais le dire, parce que la PAC n'est pas extensible, elle est d'autant moins extensible que les Anglais, en principe, vont se retirer. Donc en volume, le budget va diminuer. Donc si on va dans votre sens, ça veut dire qu'il faudra des arbitrages par rapport à d'autres cultures, d'autres filières, pour en refaire des protéines une priorité. Alors là aussi, moi, je ne suis pas monoproducteur de protéines. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais ce qu'est l'agronomie, je sais qu'on a besoin d'une diversité d'assolements. Mais je voudrais revenir à finalement ce qui donne du sens. Parce que c'est ça la question de fond que se pose tout le monde. C'est qu'on parle de moyens, on parle de protéines, mais pour le grand public, finalement, c'est tout ça, c'est des sujets un peu techno. Qu'est-ce qui fait du sens? Est-ce que demain, ça fait du sens en Europe et singulièrement sur nos exploitations en France et ici, dans cette région de Nouvelle-Aquitaine, qu'on puisse avoir des productions qui ont des utilisations, on sait qu'il y a de l'élevage, qui peuvent avoir des utilisations de proximité, qu'avec la partie, par exemple, demain de colza, de tournesol ou de soja, on soit capable de faire de l'huile qui fait des biocarburants, donc du renouvelable, qu'on pourrait, à moyen terme, utiliser sur les exploitations en substitution de la partie fossile des carburants. Enfin, vous voyez, il y a des vraies histoires d'économie circulaire à créer. Est-ce que demain, ça a du sens qu'un producteur d'élevage, plutôt que de faire venir du soja de l'autre bout de la planète, ait dans son élevage finalement des productions de protéines européennes? Moi, je pense que oui. Et je pense que ça, c'est compréhensible par le citoyen et par le consommateur. Et si c'est compréhensible et que ça a du sens, alors du coup, la question des moyens, je ne dis pas qu'elle est secondaire, parce qu'on n'est pas des philanthropes, mais elle sera beaucoup plus facilement appréhendable et explicable. Et je le dis, s'il faut faire des arbitrages, on fera des arbitrages. Simplement, il faut qu'on redonne, nous aussi agriculteurs, une forme de sens à la PAC, parce que sinon, on fera le constat collectivement dans 20 ans qu'on est dans le mur et que plus personne n'y comprenant plus rien, et bien finalement, les moyens ont été mis ailleurs. Alors justement, protéines, vous dites, bon, pour le grand public, ça parle, mais pas trop. Mais en revanche, luzerne, soja, lin, etc., ça parle. Donc, est-ce qu'on peut s'attendre dans les fermes à voir, une fois cette réflexion que vous dites menée à son terme, à voir justement les assolements évoluer dans ce sens-là? Mais les assolements, d'abord, ils ont déjà évolué depuis de nombreuses années. Sur une ferme, il n'y a pas une seule production, il y a plusieurs productions. La ferme aquitaine, elle est faite d'une en fait, on sécurise la ferme aquitaine avec plusieurs productions qui permettent aujourd'hui de garantir un revenu. Ce que l'on a besoin aujourd'hui, c'est à laquelle la profession s'attelle, c'est l'écriture d'une véritable feuille de route en termes de projets partagés et par la politique au niveau régional, mais également par notre société, puisque ce seront les consommateurs, et qui soient acceptés et anticipés par les agriculteurs. Rien ne se fera sans ces trois maillons. Mais rien ne se fera l'un contre l'autre dans ces maillons-là. Justement, qui se met autour de la table et quand est-ce qu'on se met autour de la table pour pondre ce véritable cahier des charges qui appelle à une vraie révolution des esprits, comme on le disait un petit peu tout à l'heure? Ben, c'est tout simple. De toute façon, la profession, si nous sommes là aujourd'hui dans ce débat, c'est que nous sommes convaincus du projet et que ce projet n'a d'oreille ou d'attention de nos gouvernements respectifs qui se sont succédés que parce que nous le portons. Donc on ne porte pas quelque chose auquel on ne croit pas. Et donc aujourd'hui, on est engagé, ça date depuis aujourd'hui plusieurs années, on est engagé autour de la révolution de l'assolement et de la révolution de la construction du revenu de nos exploitations sur un certain nombre de changements, mais qui nous garantissent en même temps qu'ils garantissent la solidité et la durabilité de nos choix et de nos filières. Alors justement, sur ce point, d'abord, pour réussir un projet, il faut une volonté politique. Elle a été finalement développée au plus haut sommet de l'État, parce que c'est le président de la République qui l'a portée. Ensuite, il faut des acteurs. Moi, je rejoins ce qui vient d'être dit sur le monde agricole. Je pense que là, on n'est pas loin, en tous les cas, d'emmener tout le monde dans ce système-là. Après, je l'ai dit, pour que ça soit réussi, il faut que ça soit au niveau européen. Et là, on a besoin d'un VRP. Et le VRP, pour moi, c'est le ministre de l'Agriculture.
C'est lui qui doit avoir en charge la tournée des capitales européennes pour aller voir ses collègues ministres agricoles de l'agriculture européenne pour leur dire c'est pas seulement une idée française, c'est une idée qui doit être prise dans l'ensemble des pays européens pour qu'il y ait une réelle ambition. Et alors à partir de là, on sera beaucoup plus fort. On sera plus fort parce qu'on aura les moyens de la PAC. Je ne l'ai pas dit, mais je le précise ici, on aura aussi besoin de moyens nationaux parce que vous savez, les moyens de la PAC, ils vont essentiellement à l'agriculteur. Mais si on parle de filière, il faudra aussi qu'on parle de l'ensemble des intermédiaires de la filière. Comment on crée les problèmes, on gère les sujets de logistique, les sujets de stockage, les sujets de mise en marché, les sujets industriels. Donc vous voyez, ce n'est pas simplement une vision un peu monocentrée sur la production, c'est bien une vision de filière. Et alors, à ces conditions-là, si chacun remplit son rôle, moi je pense qu'on est capable d'atteindre l'objectif. Il y a une condition sine qua non, c'est que le producteur, il est le fruit de ce travail, sinon ça ne marchera pas. Alors pour cette question, cette volonté politique que vous appelez de vos voeux, est-ce que, alors même si peut-être un peu tôt pour tirer des plans sur la comète, est-ce que vous pensez que le nouveau rapport de force issu des élections européennes peut vous rendre optimiste sur l'avenir des discussions sur la PAC et sur ces grandes orientations? Écoutez, moi je suis un éternel optimiste et je vais vous répondre oui, pour plusieurs raisons. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on le fait un peu de manière caricaturale, on dit il y a les conservateurs d'un côté et les progressistes de l'autre. Je le fais très caricatural. J'ai envie de dire tout le monde va y trouver son compte. Parce que d'un côté, ceux qui sont peut-être plus conservateurs voient bien l'intérêt à un moment de structurer l'Europe qui est à la rue du continent américain sur ce sujet. Donc il y a une forme de réaffirmation d'une identité européenne qui doit convaincre cette partie-là des représentants qui ont été élus au Parlement. Et de l'autre côté, on voit bien qu'il y a tout le volet dont on a décrit les différentes strates, de la réponse sociétale, de la réponse au changement climatique, de la question de la prise en compte des nouvelles manières de produire. Donc il me semble que là, on coche toutes les cases. La question ultime, c'est plutôt quel est le pas de temps pour que les équilibres européens se mettent en place. Je ne suis pas un spécialiste, mais je me dis que si à la fin de l'année, on n'a pas été capable d'enclencher ce sujet qui me paraît assez consensuel au regard de sujets peut-être plus polémiques, on sera probablement passé à côté de l'exercice. C'est votre avis aussi ? Complètement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a un pas de temps, effectivement, qui est à caler, mais qu'il y a non pas une urgence autour de l'autonomie protéique, mais une urgence en termes de réponse sur l'enjeu et l'avenir aujourd'hui de l'agriculture en France, autour de ces productions et du devenir du projet agricole. C'est de cela dont il s'agit. Et dernier point, il y a bien sûr l'Europe, il y a bien sûr l'État, mais il y aura aussi les régions qui, elles aussi, ont leur mot à dire, ont un rôle à jouer, avec une volonté, je ne sais pas ce qu'il en sera demain, mais une volonté forte des régions de s'approprier également une partie du premier pilier de la PAC, sur lequel elles peuvent effectivement aussi orienter, ou en tout cas forcer certaines démarches, notamment des démarches territoriales. Alors si j'avais bien compris, mais vous me direz peut-être le contraire si vous avez des informations plus précises, j'avais cru comprendre que jusqu'à ces derniers temps, le gouvernement, le président n'était pas forcément favorable à une régionalisation du premier pilier de la PAC. Est-ce que ce sont des choses qui vont, ou d'une partie, est-ce que ce sont des choses dont vous pensez qu'elles vont évoluer, elles se discutent ? Écoutez, moi je sais en tous les cas que pour ce qui est de la FOP, on n'était plutôt pas favorable à ça. Alors, moi j'entends quand même le fait qu'aujourd'hui, le pouvoir économique des régions est important et qu'elles ne peuvent pas être tenues pour une variable d'ajustement et qu'elles doivent être autour de table. En revanche, en tant que représentant professionnel agricole, je me méfie quand même des distorsions de concurrence. On les dénonce dans le cadre européen et on sait ce qui se passe par exemple avec nos amis espagnols sur un certain nombre de sujets, notamment sur le sujet de l'emploi. Donc je ne voudrais pas, moi, que demain, des politiques volontaristes d'un certain nombre de régions, dont celle-là, dont on sait que le président est quand même sur les sujets économiques et de filière est plutôt très allant, je ne voudrais pas que ça crée des distorsions de concurrence intranationales, parce qu'on aurait d'un côté un président de région qui serait très allant dans un domaine, et puis parce que vous êtes avec un effet de bordure juste à côté dans le département qui n'est pas la bonne région, avec peut-être un président et une présidente qui est un peu moins allant, une grosse différence. Donc tout à fait d'accord pour que la région soit un acteur majeur, elle l'est déjà, et elle a des moyens économiques, donc il faut nécessairement l'associer. Après, peut-être une réserve un peu plus grande sur la question de la gestion de l'enveloppe du premier pilier. En revanche, il y a un outil dans le deuxième pilier qui est formidable, qui probablement il faut exploiter plus avant. Néanmoins, ça peut être un point de divergence entre vous ?
Ah non, ce n'est pas un point de divergence. De toute façon, les politiques régionales seront obligatoirement arbitrées au niveau national. Mais vous savez, si on regarde à 15 ans, peut-être qu'il y aura quasi plus de politique nationale parce que l'État aura plus les moyens de ses ambitions et qu'on aura régionalisé la totalité des politiques. C'est une question qui est sur la table. Encore une fois, aujourd'hui, quand vous faites la promotion et que vous avez l'ambition qu'on veut avoir sur le plan protéines, l'idée, c'est plutôt de créer des ponts, c'est pas de créer des brèches. Encore une fois, les régions n'ont pas des budgets plus extensibles que celui de l'État. Donc, les régions, il leur faut arbitrer aussi entre diverses filières agricoles, non agricoles, etc. Donc, c'est quand même un peu la quadrature du siècle, non ? Bah écoutez, en tous les cas, pour ce qui est du budget agricole, l'État n'a pas de moyens, parce que vous savez que le budget agricole, il est européen. Donc sur ces sujets-là, au moins, voilà. Et sur la politique de développement, les régions ont quand même des moyens, évidemment. Il faut qu'elles gèrent l'argent avec responsabilité. Elles le font déjà, bien sûr. Mais elles sont quand même dans les projets de développement agricole des leviers essentiels et on ne se prive pas de les utiliser et les exemples sont multiples. Bien, ben je crois qu'on est arrivé au bout. On me fait signe qu'il faut s'arrêter. Donc, bien, écoutez, nous allons arrêter là. On a un petit peu essuyé les plates parce que c'était le premier débat. On essaiera de faire mieux. Je sais qu'on n'a pas épuisé le sujet, mais après, je vous renvoie à vos organismes les uns les autres pour le suivi de ce dossier. Merci. Merci à vous. Merci à vous.